Valou Gold, j'ai commencé dans la musique, dans le hip-hop à l'âge de 16 ans. Donc j'ai commencé par organiser des soirées, les toutes premières soirées rap hip-hop de Paris. Ensuite, j'ai intégré l'association IZB. On a produit des concerts de rap américains. On a produit notamment Public Enemy au Zénith, Mary J. Blige à l'Élysée-Montmartre, Naughty by Nature, une tonne de concerts. J'étais rédactrice en chef de Radical pendant de nombreuses années. Ensuite, j'ai animé des émissions sur Génération. Ensuite, j'ai été rédactrice en chef de L'Affiche, de RER, de R&B Mag. Et puis après, j'ai monté ma boîte en 2006, Mazava Corp. Alors l'idée de créer Mazava, c'est que j'ai bossé pendant longtemps pour le compte d'autres personnes, à chaque fois dans la presse en tant que rédactrice en chef, donc j'étais toujours engagée par des patrons de presse, des éditeurs, etc. Travaillé aussi aux États-Unis pour des patrons, dans différentes boîtes. Quand tu travailles longtemps pour les autres et que tu acquiers comme ça ce savoir-faire, que tu acquiers ce carnet d'adresses aussi, à un moment donné, la logique fait que tu as envie de monter ta propre structure, surtout quand tu as l'âme comme moi d'une entrepreneuse et l'âme créative comme je peux avoir. Pas forcément envie qu'on te donne des ordres et qu'on te dirige quand tu sais exactement ce que tu veux faire. Donc c'était surtout pour pouvoir créer mes propres projets. Voilà. Donc au départ, on a monté Mazava avec Michel, l'homme de l'ombre, qui est juste derrière mais que vous ne verrez jamais. Donc à la base, Mazava, c'était vraiment pour créer des concepts d'émissions télé et puis de fil en aiguille en faisant des rencontres, notamment comme La Fouine lors d'une émission de 10 minutes avec. On a eu envie aussi de créer du concert, donc de produire des dates de concert et c'est ce qu'on a fait. Voilà, donc on est passé après de producteur télé à producteur de concerts, de tournées. Et au final, je revenais à mes bases, puisque j'avais commencé comme ça, dans les concerts américains. Et de fil en aiguille, je me suis mis à réaliser du clip, je me suis mis à gérer tout le 360 autour d'un artiste finalement. Donc clip, musique, réalisation, tournée, concert, showcase. Ouais, on a percé, toi t'as que les oreilles percées, les larmes tu as... C'est Entourage, c'est ma série culte. Pour le coup, c'est La Fouine qui nous a fait découvrir cette série en 2008. Et ce qui était drôle, c'est qu'on regardait tous la série en même temps. Donc c'est une série qui parle de Vince Chase, qui est un acteur. La série raconte toute l'épopée de ce comédien qui va devenir une grosse star à Hollywood, donc qui va passer en Californie et qui va faire des films, qui va devenir une vraie star. Et pourquoi elle s'appelle Entourage? Parce que même avec le succès, même avec tout ce qu'il va vivre, il va toujours ramener son entourage avec lui, c'est-à-dire que son meilleur pote, son frère, un autre de ses potes, enfin tous ses potes vont être avec lui du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire quand il est en bas, mais quand il est en haut aussi, quand il redescend, parce que quand on connaît le succès, à un moment donné forcément il descend, il va toujours garder son entourage autour de lui. Cette série t'explique que l'entourage c'est ce qu'il y a de plus important dans la carrière d'un artiste, quel qu'il soit, que ce soit un chanteur, un rappeur, un acteur. Tout est une question d'entourage et c'est ce que je pense aussi sincèrement, tout est une question d'entourage. C'est pour ça que j'affectionne particulièrement cette série. Et dans la série, il y a un personnage que j'aime beaucoup qui s'appelle Harry Gold et qui me motive beaucoup. C'est l'agent de Vince, donc c'est l'agent de l'acteur. C'est lui qui va lui trouver tous ses plans, c'est lui qui va le ramener sur Aquaman. Et voilà pourquoi je me suis appelée Valou Gold, parce que j'avais envie d'avoir le même nom que cet agent, parce qu'il m'inspire, il me motive, il trouve toujours des solutions même quand c'est perdu. Il m'a appris bien avant l'heure que le milieu du cinéma ou de la musique sont très proches, qu'il y a toujours des gens jaloux qui veulent vous mettre des bâtons dans les roues. Donc avec Harry Gold, on apprend comment contourner ces jaloux, quelles sont les techniques à adopter pour se sortir des personnes mal intentionnées ou qui n'ont pas envie que vous réussissiez. C'est plus les autres qui me considèrent parce qu'on va dire que moi je ne me rends pas bien compte de tout ce que j'ai fait. Mais oui, on me considère comme une pionnière. De toute façon, c'est vrai qu'on n'est pas beaucoup à avoir démarré aussitôt. On était une poignée, on se connaît tous. Je parle d'une époque où on était vraiment une centaine à l'époque à Paris à écouter du rap, donc c'est incroyable. How do you feel about winning this PGA? Man, well, I was having some trouble on the 17th hole, but my man B.I. from up above came down, talked to me. Ça m'a apporté la rigueur de travail, ça m'a apporté le perfectionnisme, mais en France c'est plutôt mal vu, parce que quand on est perfectionniste, on passe pour
une ou un relou qui embête sans arrêt les gens parce qu'on est à la recherche de la perfection et du détail. Ça m'a appris le travail, toujours travailler en fait, puisque les Américains, alors Didi en particulier, mais les Américains en général, ne dorment jamais, ne prennent jamais de vacances, ou très très rarement. Donc le fait, c'est vrai, de bosser non-stop, je suis un peu une machine, je ne m'arrête jamais. C'est ce que j'ai vraiment appris aux États-Unis, le sens du détail. Monter des équipes aussi, ce que Didi sait très bien faire, c'est-à-dire aller chercher les bonnes personnes pour fonder une équipe. Voilà, toute la rigueur des Américains, le sens du travail, le sens de l'équipe, le fait de jamais s'énerver aussi, parce qu'on me dit souvent que je m'énerve très très peu, de prendre tout avec calme et voilà, et de relativiser toujours. Believe again. If you happy, then be with him. Go ahead, mommy, breathe again. Go ahead, mommy, breathe again. Don't stop. Alors, pour ma part, je dirais plus Didi. Voilà. On va peut-être pas être d'accord avec moi parce qu'après Jay-Z, c'est vraiment autre chose. Pour ma part, je dirais Didi. Voilà, j'ai plus l'âme d'un P. Diddy que d'un Jay-Z, en tout cas en ce qui me concerne. Je trouve qu'il a été beaucoup plus innovant. Il a créé de toutes pièces des groupes, des artistes, l'esprit d'un label, même si Jay-Z l'a fait aussi avec Rockefeller, etc. Mais c'était moins intense que ce qu'a pu faire P. Diddy avec Bad Boy et avec tout ce qu'il a créé comme personnage, que ce soit 112, que ce soit Faith Evans, même Mary J, que ce soit Joe Desi, et tous les artistes Bad Boy, Biggie, etc. Bon, c'est un ancien danseur. P. Diddy, il a le sens aussi de l'entertainment, du show. Donc pour moi, il est un petit peu plus complet que Jay-Z, même si Jay-Z a une carrière exceptionnelle et qu'il est incroyable et que c'est un très très bon homme d'affaires également. Sacrée anecdote. Face caméra, ça c'est l'expression de Fianso. Alors, je faisais mes études à Oakland, en Californie. Donc pendant mes études dans le campus, j'entends qu'à San Francisco, il y a un concert qui va être donné dans une petite salle de concert d'un artiste qui s'appelle Sir Mix-a-Lot. Sir Mix-a-Lot, il avait 2-3 gros tubes à l'époque en radio, notamment Baby Got Butt, et puis My Posse's on Broadway, ça c'était un tube d'avant, mais le plus connu c'était Baby Got Butt. I like big butt and I cannot lie. Ils l'ont tous repris. I like big butts and I cannot lie. You other brothers can't deny. Now when a girl walks in with a itty bitty waist. Et donc moi je me dis bon, je vais aller voir Sir Mix-a-Lot en concert. Je suis toute seule, je suis à Auckland. Je suis dans un campus, il n'y a que des étudiants étrangers, donc je prends une copine à moi indonésienne, la pauvre, qui connaissait rien au rap et à tout ça, et je lui dis accompagne-moi s'il te plaît, je vais à un concert. Elle m'a dit ok, elle connaissait pas le rap. Donc on part toutes les deux, on prend le bus, on arrive dans la salle de concert. Donc c'était une petite salle, hein, il y avait quoi, peut-être 500 personnes, 400-500 personnes. Le concert démarre et au milieu du concert, je me rappelle plus très bien, c'est un peu vague à quel morceau c'était ou à quelle occasion, Tupac débarque donc sur la scène, calibré comme il l'était souvent. Donc bon, tout le monde est content, il commençait à avoir un petit buzz, il n'était pas super connu, mais on le connaissait un petit peu via ce qu'il faisait déjà avec Digital Underground, qui était un groupe donc, de la région. Donc il arrive sur scène, ok, on est content, il est là, nanana, et puis je ne sais pas pourquoi, il s'est mis, alors est-ce qu'il s'était fait mal parler peut-être en coulisses, je ne sais pas, j'en sais rien, j'ai jamais su. À un moment donné, il s'est mis à sortir son calibre et à tirer. Voilà, à tirer partout, à tirer dans le tas, à tirer en l'air, à tirer vers la foule. Donc, gros mouvement de panique. Je me souviendrai toute ma vie, c'est inoubliable. On se met à courir dans tous les sens, ça crie dans tous les sens, la musique se coupe, les machins, il rallume la lumière, etc. Moi, je me suis réfugiée dans une espèce de petite loge, la loge du gardien de la salle. J'avais hyper peur, j'étais là, I'm French et tout. Ils en avaient strictement rien à foutre. Mais voilà, c'était gros mouvement de panique. Donc je suis restée dans la loge au moins 1 heure. Les gens, ils rentraient, c'était un truc de fou. Je voyais des mecs rentrer, ils étaient en sang dans la loge. Et moi, j'étais là, call the security. Et les mecs, ils me disent, I'm the security. Comment ça, c'est la sécurité, ils sont en sang et tout. Un truc de ouf. J'ai rarement vu un mouvement de panique comme ça. Tout ce que je me souviens, c'est que je suis restée au moins 1h30 dans la loge, le temps que tout le monde s'évacue, etc. Et ce qui est drôle, c'est que c'est la police d'Auckland qui est venue me chercher. Et je sais pas, ils ont dû me prendre en pitié parce que j'étais étrangère, tout ça. Blanche aussi, parce qu'il y avait très très peu de blancs au concert. Blanche, française, ils se sont dit, oulala, et ma pauvre indonésienne, elle s'est dit, mais plus jamais je vais à un concert de rap.
Et c'est la police d'Auckland qui nous a ramenés en voiture de police, donc de San Francisco jusqu'à Auckland, voilà, dans mon campus. Dur de choisir, hein. J'ai envie de dire Alia, pour la douceur de sa voix, pour ses mélodies, pour ses chansons, pour la douceur de son personnage et de ce qu'elle a apporté aussi à cette musique, au hip-hop et au R&B. Mais quelque part, Beyoncé, c'est une des artistes les plus humbles que j'ai jamais rencontrées, les plus gentilles, les plus humbles, les plus reconnaissantes. La reconnaissance, très très dure à trouver dans ce milieu. Très peu d'artistes sont reconnaissants. De toute façon, plus les artistes sont des stars et plus ils sont humbles. Ça, c'est ce que j'ai vraiment remarqué dans ma vie de journaliste et productrice. Ceux qui se la pètent le plus souvent, c'est ceux qui ont les plus petites carrières. Et des monstres comme Beyoncé vont être finalement ceux qui sont les plus, on va dire, ouais, c'est l'humilité, c'est la gentillesse, c'est la simplicité, la générosité, et puis elle est naturelle surtout. Donc très très dur de choisir entre les deux. On va dire que pour la musique, peut-être Alia, et pour la personnalité, Beyoncé. Je trouvais à ce moment-là que la jeunesse qui écoutait du rap à la radio et tout ça était très inculte, ils ne connaissaient pas les classiques. Et pour moi, c'est impossible d'écouter une musique sans savoir d'où elle vient. Transmettre ces valeurs-là, ça n'avait jamais été fait, donc j'ai voulu monter un spectacle où on allait mettre à l'honneur nos classiques du rap français sur une décennie bien précise, puisque c'est la décennie 90-2000. En même temps, c'est la toute première décennie où il y a eu des disques d'or, où il y a eu des disques de platine, où il y a eu des concerts complets, il n'y en avait pas avant. On a quand même réussi à avoir près de 25 rappeurs et à faire une vraie tournée sur plus de 30 dates, que des zéniths, que des festivals, enfin c'était énorme. Donc voilà, l'envie c'était vraiment de faire connaître les classiques aux plus jeunes, et c'est ce qui s'est retrouvé d'ailleurs dans la salle, puisque contrairement à ce que pensaient les gens au départ, il n'y avait pas que des trentenaires ou des quarantenaires, énormément de jeunes ados qui venaient avec leurs parents. C'était magnifique de voir des parents venir avec leurs enfants à un concert. Ils leur disaient « T'as vu, c'est ce que j'écoutais quand j'avais ton âge ?» Et finalement, les jeunes, ils kiffaient autant. Et on a même rencontré des jeunes, parce qu'on a fait beaucoup d'interviews. On a M6 qui nous a suivis. Enfin bref, ils ont interviewé des fans de 15 ans qui connaissaient tous les classiques. C'était incroyable. Et c'est là qu'on se dit, finalement, il y a toute une génération de jeunes qui ont grandi avec des parents qui écoutaient ça, qui leur ont fait écouter ça depuis tout petit. Et c'est pas étonnant si finalement quelqu'un de 15 ou 16 ans connaît un Stomy, un Passy, un Ménélique, un Solar, Assassin et autres. Essaie de passer notre Valou. Oui, ça va? On y va. Samouda. Joyeux anniversaire. Merci. 41 ans. Prof, je l'ai connu en 97, il me semble. 97-98. Je lui ai fait une de ses premières grosses interviews pour Radical. Donc c'est vrai que je l'ai connu, il était tout jeune. Et c'est vrai qu'ensuite, on s'est recroisés, pas tant que ça finalement. J'ai pas eu vraiment de gros liens avec lui, mais on s'est croisés à des moments professionnellement un peu différents à chaque fois, de sa carrière et de la mienne. Et puis, c'est vrai qu'on s'était eu il y a 2 ans, il me semble. C'était le moment où je reprenais un petit peu les interviews. J'avais sollicité pas mal d'artistes avec des grandes carrières pour leur proposer de leur faire des interviews. J'avais sollicité Rof. Il était tout à fait ravi, mais il m'avait dit, pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'actu, on va dire, ou de raison de faire une grosse interview en profondeur, mais il est certain qu'on la fera. J'ai envie de faire cette interview avec toi, et j'ai envie d'avoir ton regard, aussi celui d'une femme, et de ton expérience sur ma carrière. On le fera au bon moment. Et effectivement, il a tenu parole, puisque très étonnamment, puisque moi, je m'en rappelais plus forcément. Et c'est vrai qu'il m'a appelé 3 jours avant la sortie de Surnaturel, donc pour me proposer cette interview. Donc il est vrai que très peu de gens auraient accepté, parce qu'avoir 2 jours pour écouter 28, une trentaine de titres, c'est pas évident. C'est très très peu de gens qui peuvent le faire, assimiler un double album en 2 jours. Au final, en un seul jour, puisque j'ai eu 15 jours pour me préparer, puisque j'avais énormément de choses à faire, j'ai pas pu me mettre vraiment sur l'écoute de l'album 2 jours avant. Je m'y suis mis la veille, donc
C'est quand même un peu un exploit, j'ai envie de dire. Assimiler un double album en une journée et puis se replonger dans la carrière, puisque préparer une interview, c'est voilà, la plupart des journalistes vous diront il leur faut 1 semaine, voire 2 semaines. Donc là, accepter, c'est vrai que, mais bon, moi je suis quelqu'un, j'ai plus de couilles que beaucoup de mecs de ce game, donc c'est vrai que pour moi c'est aussi un honneur. Il y a eu de très très bons retours sur l'interview des deux côtés, et puis le regard que je porte sur sa carrière, ben voilà, c'est une énorme carrière, c'est des classiques à n'en plus finir. Aussi une carrière en dents de scie, parce que beaucoup de petits soucis voilà, de vie privée ou autres, qui ont fait que parfois la carrière n'a pas pu aller peut-être aussi vite que ça aurait dû, mais ça fait partie finalement du charme, et puis chaque artiste a son parcours. Beaucoup de légendes aussi, pour le coup on va employer ce mot-là, beaucoup de légendes sur son compte, parce qu'il y a plein de choses qui tournent et qui ne sont pas réellement vraies, qui ont été basées sur des choses où on n'avait qu'un seul côté de l'histoire. Et il y a toujours, there's always two sides of a story, il y a toujours 2 côtés dans une histoire, il faut toujours essayer d'écouter les 2 parties pour comprendre. Donc finalement j'ai l'impression une carrière qui a été faite sur aussi des incompréhensions, et je pense qu'aujourd'hui il est vraiment en train de remettre avec ce double album, on va dire, les pendules à l'heure, et montrer la personne qu'il a toujours été, c'est-à-dire quelqu'un de perfectionniste, quelqu'un qui manie son art voilà, à haut niveau, à un haut niveau, et puis qui s'adapte sur tout type de prod, tout type de flow, quelqu'un qui kick. Donc très très honoré qu'il ait fait appel à moi, et puis en même temps fier aussi d'avoir un petit peu contribué à son retour, et aussi au fait qu'on le regarde aussi maintenant d'un œil différent, puisqu'il était ultra posé. Et maintenant il l'est dans toutes ses interviews, mais c'était la première fois qu'on le revoyait comme ça, très posé, très calme, très serein, et puis surtout en confiance. Parce que je trouve que le but dans une interview aujourd'hui, c'est pas de vouloir mettre les personnes en difficulté, sinon on ne fait pas l'interview. Si on n'aime pas une personne, je pense qu'il faut être neutre. J'essaye de l'être, je ne prends aucun parti. Essayer d'être neutre et de parler d'un peu tout, de ce que le public veut savoir, mais aussi de ce que l'artiste a envie de transmettre. All eyes on me. Tupac, All Eyes on Me, Notorious Big, Life After Death, Nas, It Was Written. Oui, je ne dis pas Illmatic, j'ai le droit. On dit Illmatic, moi c'est It Was Written que j'ai le plus écouté, on va dire. À cette époque-là, je vivais à New York en plus, et c'était l'époque où c'était cet album-là qui venait de sortir, et ça tournait énormément en boucle. Un morceau qui m'avait beaucoup marqué, c'est le morceau où Nas se met dans la peau d'un gun, d'un revolver, et c'est le revolver qui parle en fait. I seen some cold nights and bloody days. They grab me in bullet spray. They use me wrong, so I sing this song to this day. Dr. Dre Chronique, Lauryn Hill, de Miss Education of Lauryn Hill. I can't get you out of my mind. Joe Desi, Joe Desi, Joe Desi, Joe Desi et Joe Desi. Ça te va ou pas? L'esprit hip-hop, c'est un esprit qui va toujours être tourné déjà vers les nouvelles générations. C'est-à-dire qu'on va tout le temps être en phase avec la jeunesse, avec les nouvelles générations, avec les nouvelles tendances de musique, toujours dans le hip-hop. Pour moi, c'est le partage, même si en ce moment, on a l'impression qu'il n'y a plus trop d'esprit hip-hop. Mais pour moi, c'est le partage, c'est la transmission envers les jeunes générations, transmettre sa culture, transmettre ses valeurs, transmettre sa musique. En essayant de donner le meilleur de moi-même au hip-hop finalement. C'est-à-dire que aujourd'hui j'ai ma boîte de prod, j'ai beaucoup d'artistes qui me sollicitent pour travailler sur leurs différents projets, que ce soit réaliser des clips, que ce soit réaliser des titres, que ce soit monter des tournées, que ce soit faire de la mise en scène de concerts. Mais finalement c'est en donnant le meilleur de moi-même pour concrétiser ces projets-là. Et je pense que c'est ça aussi rendre au hip-hop, c'est-à-dire le traiter aussi bien que les autres musiques, on va dire, plus traditionnelles. Le hip-hop a bercé ma vie et continue de bercer ma vie. C'est Valou Gold pour French Finesse.